On propose maintenant en fait d'aborder une thématique de diversification peut-être un petit peu plus poussée, en tout cas avec l'implantation de pérennes. Donc merci Fabien Ferchaud de l'INRAE. Donc, je ne se connais pas, mais enchanté. Donc vous venez de Montpellier, je crois. Et donc vous avez un site, allez-y, montez, dédié à l'agroforesterie, sur lequel vous avez commencé à, alors peut-être depuis quelques années, je ne sais pas, vous allez nous expliquer, à faire des mesures sur l'impact en fait de l'agroforesterie et de la modification des systèmes de culture et quel impact en fait ces arbres peuvent avoir sur les cultures. Donc je vous laisse. Alors votre intervention va être suivie d'un témoignage ou d'un agriculteur qui s'est exprimé tout à l'heure. Voilà, bonjour monsieur. Donc Alex Franc vous êtes plusieurs peut-être, voilà, de l'Ariège. Et donc ce sera très intéressant d'avoir à la fois la recherche et qu'est-ce qu'on observe de façon, quels sont les indicateurs qu'on observe et les évolutions, et puis le témoignage d'un agriculteur qui a mis en pratique un système d'agroforesterie. Mais je vous laisse, Fabien, commencer. Merci. Bonjour, donc Fabien Ferchaud, je suis ingénieur de recherche INRAE. Je travaille au sein d'une unité mixte de recherche qui s'appelle Eco et Sol, basée à Montpellier. C'est une unité qui rassemble des personnels d'INRAE, du CIRAD, de l'IRD et de l'Institut Agro, et qui travaille sur les cycles biogéochimiques, carbone, azote, phosphore, et sur la biodiversité dans les systèmes agricoles, principalement dans des contextes méditerranéens et tropicaux. Et l'agroforesterie, c'est un des objets d'étude un peu phares de l'UMR depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Moi, je suis arrivé assez récemment dans cette unité, ça fait 2 ans. Donc, j'ai préparé cette présentation avec 2 autres collègues qui ont plus d'expérience sur ces travaux. Et donc, l'idée, c'est vous montrer un peu comment les travaux qui ont été faits dans notre unité permettent de mieux comprendre le fonctionnement des parcelles en agroforesterie et l'impact sur la production et sur les services écosystémiques que peuvent rendre ces systèmes. Alors pour commencer, je vais définir ce que c'est que l'agroforesterie. Donc au sens large, c'est l'association d'arbres et de cultures ou de prairies. Donc ça inclut les haies bocagères, les haies brise-vent et l'agroforesterie dite intraparcellaire. Donc dans le reste de la présentation, je vais plutôt faire un focus sur l'agroforesterie intraparcellaire, qui est donc le fait d'implanter des arbres à l'intérieur des parcelles. Donc généralement, on va les implanter en ligne, en tout cas dans nos systèmes tempérés pour permettre la mécanisation. Et dans ce cas-là, on va être avec trois composantes au sein de la parcelle. Les lignes d'arbres, les bandes enherbées sous les arbres, puisqu'on a une surface qu'on peut à ce moment-là pas cultiver de manière mécanisée, et puis les allées cultivées entre les lignes d'arbres. Alors en pratique, en fait, il y a une forte diversité de systèmes qui peuvent être mis en place, qui peuvent varier au niveau de la densité des arbres. Ça peut aller de 30 à plus de 100-150 arbres par hectare. Les essences aussi d'arbres qui peuvent être assez variées. La gestion des arbres en termes de taille. Bien sûr, les cultures qui vont être mises en place. Et aussi la largeur et la gestion des bandes enherbées qui peuvent être par exemple avec une végétation semée ou spontanée. Et là, j'ai mis quelques infos d'Agroof, donc qui est une structure qui travaille sur l'étude et le développement de systèmes agroforestiers, qui fait des enquêtes auprès des agriculteurs qui ont mis en place des systèmes comme ça. Et en fait, les motivations des agriculteurs pour mettre en place ces systèmes agroforestiers, elles sont tournées principalement vers les services rendus, donc en termes d'amélioration des services écosystémiques tels que la qualité du sol, la régulation des bioagresseurs et aussi peut-être un peu plus récemment sur l'adaptation au changement climatique avec des questions de réduction des stress thermiques notamment et d'amélioration du bilan hydrique. Donc la première question qu'on peut se poser sur le fonctionnement de ces systèmes, c'est en fait quelles sont les interactions entre les arbres et les cultures au sein de la parcelle.
Donc, premièrement, il y a des interactions au niveau aérien. Ça, c'est un point qui a été assez peu étudié dans notre unité, mais par contre, qui est déjà assez bien connu. On a pas mal de références dans la littérature scientifique. Et donc, on sait que les arbres, ils vont avoir un impact de réduction du rayonnement incident qui arrive aux cultures, tout simplement par un effet d'ombrage, qui va être assez important. Il y a aussi un effet de brise-vent, donc de réduction de la vitesse du vent. Également, on va avoir une réduction de la température de l'air en journée, en fait un effet de tampon sur la température de l'air, et puis une augmentation de l'humidité de l'air. Donc en fait, la présence des arbres modifie le microclimat dans les allées cultivées, et ça, c'est plus ou moins important en fonction de la distance à l'arbre et de l'orientation, si on est au nord ou au sud des arbres notamment. D'autre part, ces arbres, ainsi que les herbacées qui sont sous les arbres, produisent ce qu'on appelle des litières, donc notamment des feuilles, qui vont retourner au sol, et donc qui peuvent impacter ensuite la qualité du sol, et ça j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, il y a ce qui se passe au niveau souterrain. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins bien connu, et qui a fait l'objet de différents travaux à Ecoessol. Donc là, je vous présente en fait un travail qui a été réalisé dans une parcelle chez un agriculteur dans le Gers. Donc un système agroforestier avec des noyers qui étaient à l'époque âgés de 11 ans. Et l'objectif, c'était d'étudier les systèmes racinaires donc du noyer et aussi de la culture. Et donc les collègues ont fait une tranchée en partant de l'arbre et dans l'allée cultivée. Et donc sur cette tranchée, ils ont observé les racines et compté, donc avec une grille de 5 cm sur 5 cm, compté les impacts de racines, enfin le nombre de racines qu'ils voyaient dans chaque point de la grille. Donc c'est ce que vous avez représenté en couleur. Donc quand c'est rouge, noir, il y a beaucoup de racines, rouge, il y en a un peu, et blanc, il n'y en a pas. Et donc ce qu'on voit, c'est que en fait, sous la ligne d'arbre, on a effectivement plus de racines de noyer, mais on retrouve quand même des racines à l'intérieur de l'allée cultivée, jusqu'à quasiment 4 mètres de distance à l'intérieur de l'allée. Voilà. Et ont été également observées les racines des herbacées, donc des plantes qui sont sur la bande enherbée, qui sont très abondantes sous la bande enherbée, mais qui colonisent aussi un peu les premiers mètres de l'allée cultivée. Et puis en bas, vous avez les racines du blé. Donc là, on avait une culture de blé dur, et donc qui sont présentes, bien sûr, dans toute l'allée cultivée, mais par contre qui ne s'aventurent pas, on va dire, sous la ligne d'arbre. Et donc ça, ce que ça nous dit, c'est que contrairement à des schémas théoriques qu'on voit parfois, comme quoi on aura une séparation totale entre enracinement de l'arbre et des cultures, en fait, ce n'est pas le cas. On a des systèmes racinaires qui sont entremêlés. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir de la compétition, notamment pour l'eau et les nutriments, mais aussi de la facilitation. Par exemple, le fait d'avoir ces racines d'arbres peut permettre de favoriser les symbioses mycorhiziennes. Alors, toujours sur cette question d'enracinement, on se situe à Restin-Clières, donc c'est une parcelle expérimentale à côté de Montpellier, dans l'Hérault, donc sur laquelle les collègues ont mesuré donc toujours la densité de racines. On est toujours sur du noyer, des noyers un peu plus vieux, cette fois 17 ans, et ils ont comparé en fait deux parcelles, une parcelle en plantation avec seulement des arbres et une parcelle agroforestière, donc avec un peu moins d'arbres et puis une culture de blé entre les arbres. Et en fait, sur les 50 premiers centimètres, on voit que la densité de racines des noyers, elle est réduite en agroforesterie,
elle est réduite à cause de la compétition avec les racines de culture. Toujours sur le même site, dans le cadre du même travail, ils ont aussi voulu voir ce qui se passait plus profond. Et donc, ils ont fait des fosses jusqu'à 4 mètres de profondeur, à différentes distances de l'arbre, donc au pied de l'arbre, et puis plus loin dans l'allée cultivée, donc entre 0 et 1,5 mètres, entre 1,5 et 3 mètres, et entre 3 et 4,5 mètres. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, en profondeur, il y avait partout des racines de noyer, y compris au milieu de l'allée cultivée. Donc, ces racines de noyer, elles colonisent des horizons profonds, au-delà de la profondeur maximale de l'enracinement du blé, qui était d'environ 1,50 m, y compris dans l'interrang. Et donc là, on a une vraie complémentarité entre culture et arbre, donc avec les racines de noyer qui sont capables d'aller chercher de l'eau et des nutriments en profondeur. Alors maintenant qu'on a vu ces interactions au niveau aérien et souterrain, on peut se poser la question des impacts, d'abord sur les cultures, et puis sur le fonctionnement, sur les services écosystémiques. Donc, les impacts sur les rendements des cultures. Donc là, on est toujours sur le même site, donc à Restin-Clières. Vous avez en fait, à gauche, l'évolution des rendements en fonction du temps. Donc c'est sur les 20 premières années de cette parcelle expérimentale. Donc ce qu'on exprime là, c'est le rendement relatif par rapport à une parcelle de référence qui est une parcelle en grande culture. Donc quand on est à 100%, la barre horizontale pointillée, ça veut dire qu'on a un rendement identique à la parcelle de référence. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une tendance à une diminution du rendement au cours du temps par rapport à la référence. Et donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand on regarde le graphique du haut là, ce qu'on a représenté, c'est en fait comment ces rendements sont spatialisés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a en fait une diminution à proximité des arbres, surtout quand on se trouve au nord, par rapport au centre de l'allée cultivée. Donc en fait, on a un effet d'ombrage qui est important et qui impacte les rendements, surtout quand les arbres sont vieux et donc font beaucoup d'ombre. Cet effet, il est confirmé par d'autres études en contexte tempéré et méditerranéen. Et bien sûr, il est lié aussi à la densité d'arbres. Moins on va avoir d'arbres, moins on va avoir d'ombre, et donc moins l'impact va être important. Maintenant, je vais passer sur les aspects plutôt services écosystémiques. Donc, premier impact, c'est sur le stockage de carbone organique dans les sols. Donc là, c'est un travail toujours dans le cadre de la thèse de Rémi Cardinael, où on retrouve le site de Restin-Clières, mais il a été faire aussi des prélèvements dans 4 autres sites, donc à différentes localisations, avec aussi des âges différents, des densités d'arbres différentes. Et donc ils ont prélevé du sol, mesuré les stocks de carbone à la fois sur la ligne d'arbres, dans l'interrang, et à différentes profondeurs, et en comparaison avec une parcelle adjacente sans arbre. Et donc, je vais vous passer sur le contenu du graphique, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que là où on a principalement des différences avec la parcelle de référence, c'est sur la ligne d'arbre, donc les barres vertes, et c'est en surface, plutôt donc sur le 0,10 et 10-20 cm. Et quand on intègre l'ensemble de ces données, en fait, en moyenne, on a un stockage de carbone supplémentaire par rapport aux parcelles de grande culture, qui est de 0,24 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc avec ce stockage, il se situe principalement sous la ligne d'arbre, ce qui montre aussi l'importance de la bande enherbée, qui va en fait restituer beaucoup de carbone au sol, à la fois par la dynamique racinaire, le renouvellement des racines, et la litière aérienne aussi qui
qui est restitué. Ce potentiel de stockage, il est aussi confirmé par d'autres études dans les contextes tempérés. Maintenant, au-delà du sol carbone, on peut s'intéresser aussi à la qualité du sol de manière un peu plus générale. Donc là, c'est un travail qui a été également réalisé sur cette parcelle expérimentale de Restin-Clières. Esther Guillot a utilisé en fait un indicateur qui rassemble différents critères de qualité du sol, à la fois physico-chimiques et liés à l'activité microbienne. Et donc, elle a mesuré cet indicateur toujours à différentes distances de la ligne d'arbre. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'indice de qualité du sol est augmenté sur la ligne d'arbre et à proximité de la ligne d'arbre par rapport à la parcelle témoin. Et quand on fait en fait, la moyenne de ces mesures, la qualité du sol, elle est en moyenne supérieure de 20% dans la parcelle agroforestière par rapport à la parcelle témoin. Maintenant, si on regarde les aspects plutôt de biodiversité, là c'est un travail qui a porté sur les vers de terre, donc sur l'étude de la population de vers de terre dans un autre site qui est le site de Vesnobre dans le Gard, donc toujours avec des noyers. Et là en fait, toujours on a ce principe de regarder l'effet de la distance à l'arbre et avec une comparaison de à gauche un transecte qui était proche d'un arbre et à droite un transecte qui était plus éloigné à 5 mètres d'un arbre. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un impact fort de la localisation par rapport à la ligne d'arbre, donc avec une densité de vers de terre, donc un nombre d'individus par mètre carré, qui est beaucoup plus important sous la ligne d'arbre que dans l'allée cultivée. Et quelle que soit en fait, la catégorie de vers de terre. Et donc, en fait, la bande enherbée, avec ou sans arbre, elle joue un rôle de refuge pour les vers de terre. Voilà, dernier résultat sur cette question de biodiversité. Donc là, c'est un travail qui n'a pas été fait dans l'UMR Equesol, mais à l'UMR System, sur 8 sites du Gers, donc avec à chaque fois parcelle agroforestière et parcelle témoin. Donc 4 qui étaient en conventionnel et 4 en agriculture biologique. Et en fait, ces collègues ont mesuré l'abondance des adventices donc c'est ce qui est appelé ici espèces tolérantes, donc à la fois dans l'allée cultivée, sous les arbres et dans le témoin. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de compétition plus importante par les adventices dans l'allée cultivée que dans la parcelle de référence. Donc on peut dire que les bandes enherbées ne servent pas de source d'adventices dans l'allée. Par contre, ces bandes enherbées, elles abritent une flore qui est riche et abondante, avec de fortes proportions d'espèces sensibles qui peuvent être des sources de services comme servir de refuge pour les auxiliaires. Donc pour conclure sur ces différents aspects, le fonctionnement de la parcelle agroforestière, en fait, il dépend des interactions entre arbres, bandes enherbées et cultures. Ces interactions qui peuvent être de la compétition, de la complémentarité, de la facilitation, elles sont variables à la fois dans le temps, notamment avec la croissance des arbres au cours du temps, et dans l'espace. Les impacts sur la production des cultures, qui vont être variables selon le type de système, notamment la densité des arbres, le type de culture aussi, ils doivent être aussi analysés au regard de la production qui sera tirée aussi des arbres. Et l'agroforesterie fournit des services, de multiples services écosystémiques, donc sur le stockage de carbone, sur l'amélioration de la qualité du sol, sur la conservation de la biodiversité. J'aurais pu parler aussi du cycle de l'eau avec
des impacts qui ont été démontrés sur la réduction de l'érosion. Voilà, alors cela dit, il y a encore pas mal de choses qu'on connaît mal sur le fonctionnement de ces parcelles. Et donc c'est pour ça qu'au sein de l'unité a été mis en place en 2017 un dispositif expérimental qui s'appelle DIAMS, qui est situé à Moguio. Donc Moguio, c'est à côté de Montpellier. Et la spécificité de ce système, c'est qu'on a mis en place des robiniers comme arbres dans ces systèmes agroforestiers, donc qui sont des fixateurs d'azote. Et aussi, on a en fait au sein de l'expérimentation les 3 systèmes qu'on peut comparer: la plantation forestière, la culture pure et la parcelle agroforestière. Et donc sur cet essai, qui est encore assez jeune, hein, puisqu'il a été implanté en 2017, même si on commence à avoir des résultats, les questions qu'on se pose, c'est finalement comment les processus et les services écosystémiques en lien avec les cycles carbone, azote, phosphore et la biodiversité diffèrent entre systèmes. Donc quelles sont les différences sur les flux, les stocks de carbone et de nutriments, sur la biodiversité, comment s'organise l'hétérogénéité intraparcellaire, quelle est aussi la dynamique temporelle. L'idée, c'est vraiment de voir comment va évoluer le système au cours du temps. Et puis aussi, est-ce qu'un système agroforestier est plus résistant, plus résilient face aux aléas climatiques. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, j'en avais une par rapport à... Bon, ça sort peut-être du cadre du projet de la connaissance que vous avez. Quand on dit agroforesterie, on parle arbre, mais il y a plein d'essences possibles, d'espèces. Est-ce qu'on a une connaissance, à travers la littérature, etc., justement, d'essences qui sont plus adaptées, des arbres qui sont plus adaptés, qui vont justement plus en profondeur, de façon moins latérale, qui peuvent être moins en concurrence avec les racines de la culture. Alors sachant qu'en répondant à cette question, il faut aussi que derrière, il y ait une valorisation économique. Mais voilà, est-ce qu'on a une connaissance d'espèces autres que le noyer? Alors, en fait, je pense que beaucoup de systèmes qui se mettent en place aujourd'hui sont plutôt pluriessences. En fait, je ne sais pas si c'est le cas du témoignage qu'on aura après, mais en fait, ça peut être intéressant justement de diversifier aussi les essences d'arbres au sein des parcelles. Après, en fait, c'est vrai que là, beaucoup des résultats que je vous ai présentés étaient basés sur le noyer. Bon, c'est aussi intéressant. Pourquoi diversifier, pardon, par rapport à quels critères? Il peut y avoir des aspects déjà, en fait, par rapport à l'implantation, de réussite de l'implantation. Voilà, le fait d'avoir différentes essences, ça peut permettre que s'il y a un problème sur une des essences, au moins le reste s'en sort. Okay. Et puis après, peut-être aussi en termes d'effet le port de l'arbre, par exemple, peut être différent, donc l'effet sur l'ombrage, etc. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de choses. Et là, donc, sur notre essai qu'on a à Moguio, là, on s'intéresse donc au robinier qui a la capacité de fixer de l'azote. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant sous les tropiques, en fait, dans les systèmes agroforestiers tropicaux, mais qui a été pour l'instant peu pratiqué dans nos climats tempérés ou méditerranéens, et qui pourrait avoir en fait un intérêt pour ramener de l'azote dans le système et donc potentiellement économiser des intrants azotés, quoi. Ok, oui, très intéressant, effectivement. Donc là, vous n'avez pas encore... vous venez de commencer l'expérimentation, vous avez déjà des résultats par rapport à l'effet sur la... Alors par rapport à l'effet sur l'azote, pour l'instant pas trop. En fait, on a un projet financé par l'ADEME là, qui démarre cette année, dans le cadre duquel on va justement quantifier en fait la fixation symbiotique par les arbres, et donc regarder qu'est-ce que ça représente en termes de flux d'azote. Ok, super, très intéressant. Et après.
Oui, moi j'avais une question au sujet de la conduite. Alors peut-être que c'est pareil, on aura peut-être la réponse après avec l'agriculteur, mais la conduite des arbres. Donc là, vous, notamment sur la parcelle de Noyer, est-ce que vous avez aussi fait des tests sur notamment la taille des noyers ou des choses comme ça pour trouver en fait un bon compromis entre la production de noix et puis l'effet ombrage et la chute du rendement qui est proche des arbres, enfin de la ligne d'arbres comme vous avez parlé? Alors effectivement, la gestion, c'est quelque chose qui est important aussi. Alors, il peut y avoir différents objectifs. Il peut déjà y avoir une taille de formation en fait pour avoir des arbres, pour avoir des fûts qui sont bien droits. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui peut se faire aussi, par exemple, je crois que c'était le cas de la parcelle de Restinclière, c'était au bout d'un moment supprimer certains arbres en fait, de planter un peu plus dense au départ et puis quand les arbres atteignent une certaine taille, d'en enlever. Et après, effectivement, ça peut être aussi une façon de contrôler l'ombrage, donc d'avoir à un moment une taille un peu sévère. Ça peut être aussi une gestion. Merci. En fait, moi, je reviens sur la toute première question. Est-ce que c'était un parti pris expérimental d'avoir choisi une seule espèce dans le dispositif DIAMS, notamment avec les robiniers faux acacias, pour justement éviter peut-être des biais avec d'autres essences, parce que c'est quand même pas ce qu'on conseille, quoi. D'avoir une seule espèce, c'est plutôt une mixité. Oui, effectivement, c'est quand même plutôt un parti pris expérimental parce que, en fait, comme on l'a vu, ces systèmes agroforestiers, c'est déjà des systèmes qui sont très hétérogènes. Et donc, pour pouvoir quand même maîtriser, contrôler un minimum les choses, on a préféré avoir qu'une seule essence. Parce que sinon après ça multiplie en fait les choses qu'il faut comparer et ça devient plus compliqué d'un point de vue expérimental, mais je suis d'accord que d'un point de vue pratique c'est pas forcément ce qui serait à conseiller. Ouais, merci. Oui, merci. J'avais une question sur le site de Restinclière là dans l'Hérault. Quelle est la durée en fait? Est-ce que lorsqu'on implante, on sait au bout de donc les noyers, c'est pour produire de la noix et faire du bois d'œuvre? Alors ceux-là, c'est des noyers hybrides, donc ils font pas de noix, c'est juste pour le bois. C'est le bois d'œuvre. Donc en fait, est-ce que le site est encore en place et quand est-ce qu'il va être abattu? Enfin, quelle est la pérennité? Et est-ce qu'il y a eu des estimations économiques entre ce qu'on produit en grande culture? Donc il y a une notion patrimoniale. Qu'est-ce que le revenu qu'on va avoir quand on vend le bois? Enfin, voilà, est-ce que c'est ces aspects-là? Ouais, effectivement, l'objectif, effectivement, c'est au bout d'un moment, c'est de pouvoir abattre les arbres pour vendre le bois. Alors, dans le cas de Restinclière, pour l'instant, les arbres sont toujours en place. Je ne sais pas à quel âge ils veulent les abattre. Ouais, c'est toujours en cours. Ouais, c'est toujours en cours. Elle continue. Ouais. Enfin, et oui, le bilan économique, il doit effectivement se faire en tenant compte de cette valorisation. Après, voilà, ce qui pose la question de la temporalité, puisque voilà, sur des productions agricoles, on a un revenu tous les ans, voilà, ce qui est différent des systèmes forestiers. Est-ce que dans des systèmes conventionnels, on a observé des phytotoxicités? Des phytotoxicités. Ouais, du phyto, admettons, tu as une parcelle. Sur les arbres? Ouais, sur un traitement conventionnel qui aurait pu dériver sur l'arbre en question, en fait. Ouais. Alors, je ne saurais pas répondre en général, mais sur notre site expérimental, je ne pense pas qu'on ait eu ce genre d'observation. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une certaine... il y a une bande enherbée qui peut faire une certaine largeur. Bon, nous, elle fait 2 mètres de large, donc 1 mètre de chaque côté. Ce qui fait qu'on passe pas, on traite pas juste au pied de l'arbre. Donc ça limite peut-être un peu ce risque.
Oui, bonjour. Est-ce que vous avez noté la pression des bioagresseurs sur la céréale? Est-ce qu'il y a moins de pression de maladies, par exemple, sur la culture en place? Ouais, alors ça c'est une bonne question aussi. Pour l'instant, on n'a pas d'observation, on n'a pas nous fait d'observation précise là-dessus. Mais ça fait partie des choses qui restent à étudier, à mon avis. Ouais. Est-ce qu'il y a un site comparatif sans agroforesterie? Non. Sur notre essai, oui. D'accord. En fait, on a les 3 systèmes. Okay. La plantation avec que des arbres, les cultures en pur et la parcelle. Parce que sur les maladies foliaires, c'est assez simple par rapport à toutes les mesures que vous faites et 4 mètres de profondeur d'observation de racines, je pense que voilà, c'est des mesures relativement simples qui sont intéressantes effectivement. Pour une meilleure connaissance. Bonjour, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez fait des essais avec des taillis à courte rotation pour exploiter la biomasse de cette même façon, comme ça, entre à l'intérieur de parcelles culturales? Et deuxièmement, mais la question s'adresse peut-être à l'agriculteur, c'est comment vous faites l'entretien au pied des arbres de façon pratique? Alors, pour la première question, on a des collègues à Nancy qui ont un site expérimental qui s'appelle AgroTCR, dans lequel en fait ils conduisent leurs arbres en taillis à courte rotation, donc avec une récolte qui doit être à peu près tous les 10 ans. Et donc ça, ils font ça avec du peuplier et de l'aulne. Et donc là, l'objectif, c'est de produire de la biomasse. Et donc avec des arbres qui vont repartir de la souche à chaque fois. Donc ça existe au moins au niveau expérimental. Et sur la gestion de la bande enherbée, alors dans notre cas sur le site de Mogyo, en fait, comme on est contexte méditerranéen avec des étés qui sont souvent très secs, en fait, il y a tout qui grille pendant l'été, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose en fait pour contrôler les herbacées sur cette bande enherbée. Ok, merci.